Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la table de concertation Jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Salut Molly! Salut Océane! Ça fait vraiment plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Oui, vraiment. Aujourd'hui, on explore une thématique vraiment inspirante dans notre balado Prendre part, la jeunesse autochtone et leur engagement pour la protection de l'environnement et de la nature. Exactement. On a la chance d'avoir avec nous Andy Schreien, Gros Louis, pour aborder ce sujet. Andy Schreien, tu viens de la communauté de Wendake, tu as 19 ans, tu es déjà super impliqué dans la préservation du territoire, puis tu viens d'une famille de guides, de chasseurs et de trappeurs. Tu as grandi avec cette connexion-là directe au territoire, puis ça te donne une perspective vraiment unique sur les changements climatiques puis leur impact sur la Terre. Tu as participé à l'école d'été du Centre interuniversitaire d'études de recherche autochtone sur les droits et les enjeux internationaux des peuples autochtones et tu as déjà réalisé 2 films en collaboration avec Wapikoni Mobile. Ah, puis petite note personnelle sur toi, tu t'intéresses aussi aux plantes et à l'horticulture traditionnelle. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité là, pour notre échange qu'on aura là, dans les prochaines minutes là, concernant toutes ces belles questions que vous avez là, concernant justement là, l'environnement, puis les Premières Nations, puis tout ce qui a trait à notre culture, puis à la préservation du territoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'avant de commencer l'épisode, ce serait important d'avoir une petite définition de c'est quoi le territoire, parce qu'on va beaucoup en parler. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est le territoire? Oui. Ben, le territoire, notre compréhension puis notre définition de ça, c'est certain qu'elle a changé là, depuis. En fait, non, elle n'a pas changé notre façon traditionnelle de le dire. C'est-à-dire, quand on y va là, avec le mythe fondateur, pour nous, le territoire, premièrement, ben, on le dit dans notre langue. Y a-t-il un mot pour territoire? Je ne saurais pas vous dire, mais une chose est certaine, ça veut dire terre. Chez nous, les Wendat, terre, en fin de compte, représente bien plus là, en fin de compte, là, l'espèce de minéral là, qui vient du sol. Là. C'est beaucoup plus large que ça, au point, en fin de compte, que lorsque les Wendat, on revient sur notre territoire, un territoire qu'on a continué d'aller pendant des centaines d'années, après avoir quitté la région du fleuve Saint-Laurent, eh bien, ce territoire-là, on va l'appeler encore le Nion-Ouintio. Donc, on retrouve la racine de terre à l'intérieur de ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont dire dans notre communauté puis à l'extérieur, notre magnifique territoire, notre magnifique terre. Donc, ça reste vraiment une définition de tous parce que de toute façon, le mot terre, c'est en français. Le mot territoire, c'est en français. Puis, ce mot-là, il y a une connotation politique quand même. Hein? Notre territoire, c'est à nous. Puis, voilà. Fait que si on y va vraiment dans l'environnement, là, une chose est certaine, la Terre. Puis la Terre, dans notre mythe fondateur, notre mythe cosmogonique, c'est la femme tombante du ciel qui va faire la Terre. Donc, je suis également conteur de mythes et légendes dans ma communauté. Puis, avant, je connaissais rien sur tout ça. Il a fallu que je lise par moi-même parce qu'à l'école, on nous apprend pas ça. Puis, je ferai pas le même discours que tous et toutes parce que je suis pas le seul non plus à avoir rien appris sur ma nation au secondaire. Donc, j'ai vraiment par moi-même puis par beaucoup de gens dans ma communauté. Puis, en fin de compte, tout ça pour dire que lorsqu'elle tombe du ciel, la femme, elle va faire sur le dos de cette tortue qui est très importante pour nous, elle va agrandir, puis elle va faire cette terre-là. Cette terre-là, c'est ce sur quoi on met les pieds aujourd'hui. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est beaucoup plus important que là où est-ce qu'on met nos pieds, c'est que quand la femme va mourir, dans notre cosmogonie, elle va se transformer. Elle va se transformer en 3 sœurs. En fin de compte, là, tu parles du mythe fondateur, justement. Oui, c'est ça, exact. Dans notre mythe fondateur, bien sûr. Puis le maïs, la courge, l'haricot va se mettre à pousser tout autour d'elle. Puis chez les Wendat, du moins, on sait que la femme est très liée à la terre. Donc, je parlais de ça à un moment donné avec quelqu'un de ma communauté. Puis en blague, là, je disais nos femmes responsables là, du code foncier. Parce que chez les Wendat, théoriquement, c'est eux qui s'occupaient d'organiser la terre. Mais peut-être pas comme aujourd'hui, on le voit. Là. Aujourd'hui, c'est différent. Là. Mais tout ça, c'est géographie. Là. C'est la géographie, c'est géographique. Donc c'est ça. Voilà.
Génial, merci pour ça. Puis là, j'aimerais ça voir un peu, tu sais, tantôt Molly le disait, tu viens d'une famille de guides, chasseurs, trappeurs. Comment est-ce que ce lien-là avec ta famille que tu as, ça modifie ton lien avec le territoire ou comment est-ce que ça l'a développé? Puis aussi, comment est-ce que ça t'a motivé à t'engager dans les questions de lutte climatique? Oui. Il faut savoir que nous, les Wendat, de façon, là, si on remonte à 2000, 3000 ans, nous étions que des nomades. Ça, c'est un fait, c'est écrit, c'est documenté. Tout le monde s'entend pour dire ça. Il y a un moment durant lequel notre peuple va évoluer. Il va être ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, des semi-sédentaires. Hein? On n'était pas sédentaires à 100% parce que la terre, on ne la régénérait pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on faisait juste quitter. Puis après avoir parlé avec Yves Chrétien, un homme quand même là, assez connu dans le milieu archéologique et un homme très brillant. Il n'est pas de notre communauté, mais il travaille, ça fait très longtemps avec les Wendat. Puis Yves m'avait mentionné que c'est peut-être pas, en fin de compte, on n'avait pas les technologies de façon aussi grande. C'est-à-dire que ça demande énormément d'énergie pour tout renouveler, la terre, toute la régénérer. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne savait pas ou c'est parce qu'on ne voulait pas? Ça, il n'y a pas plus la réponse que moi. Fait que tout ça pour dire qu'à 80% de notre alimentation, cette terre-là nous permettait de se nourrir. Puis le 20% restant, c'était la chasse. Sauf que, en quittant la région des Grands Lacs, qu'est-ce qui va se passer? En arrivant dans la région de Québec, on va se mettre à beaucoup moins pratiquer l'horticulture, particulièrement lorsqu'on va arriver à Wendake, au début des années 1697. Puis à ce moment-là, ça va être l'élevage. Énormément d'élevage, mais aussi beaucoup la chasse. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de familles, de génération en génération, et ça a été heureusement documenté, des photos, dans des documents. C'est entre autres grâce à ça qu'on sait dans ma famille, puis ça s'est juste poursuivi de façon physique. Sauf que est arrivé un moment où est-ce que le gouvernement du Québec, je ne sais pas si c'était le seul nom à l'époque, là, mais le gouvernement en place, dans les années 1880-90, ils vont mettre une série de mesures pour s'approprier la terre, le territoire, pas se l'approprier pour nous nuire nécessairement, mais ce qui va se passer, c'est quand même ça. Donc, les Wendat, on va être complètement chassés. Pas toutes. Il y en a qui vont être plus chanceux que d'autres. Il y en a qui vont avoir des emplois de guide, chasseurs, trappeurs. Il y en a d'autres qui vont y aller, tout simplement, tout en sachant qu'ils n'avaient pas le droit. Et ce droit-là, c'est qui nous le donnait? C'est le gouvernement. Donc, la réserve faunique des Laurentides, il y avait également des parcs nationaux qui avaient été créés. Donc, tout ça, ça a été sur des territoires. Et moi, dans ma famille, eh bien, ils ont continué de pratiquer et de pratiquer. Sauf qu'à un moment, Marcel Gros-Louis, le papa de ma grand-mère, ainsi que de sa petite sœur Micheline Gros-Louis, eh bien, il a été tout simplement, je dirais pas chassé, je ne sais pas, mais une chose est certaine, il a arrêté. Il a arrêté d'aller dans le parc, d'aller guider, d'aller chasser. Puis, il est allé travailler chez les Allochtones. Donc, chez les Allochtones, à ce moment-là, il a attrapé quelque chose que beaucoup d'Autochtones attrapaient dans un milieu qui n'était pas le leur et que beaucoup en mouraient. C'est le cas de mon arrière-grand-père, la tuberculose. Donc, la tuberculose, il est décédé de ça, sauf que lui, il s'est marié avec une Allochtone. Puis, ma grand-mère, elle n'a pas pu continuer, en fin de compte. Elle avait 3 ans. 3 ans ou 4 ans lorsque son père est décédé. Donc, ça ne s'est pas transmis à ma grand-mère, ni même à sa petite sœur. Toutefois, on est une grande famille à Wendake. Le frère de Marcel, c'est Harry Gros-Louis. Marcel, c'est lui qui était décédé de la tuberculose. Puis Harry Gros-Louis, lui, c'est l'un des chanceux, justement. Il y avait 10 filles, un garçon. On les appelle les sardines aujourd'hui à Wendake. Puis lui, il a été guide. Il a été guide dans le territoire. Il a eu une job de guide, il était payé pour guider les gens. Nikola Tesla, entre autres. Même Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, c'est des gens qui sont allés au camp où est-ce que lui guidait, entre autres. Puis, tout ça pour dire finalement que, ben moi, dans ma famille, il y a eu une coupure complète à ce moment-là. Mais sinon, là, après ça, là, toujours dans le bois. Toujours dans le bois. Puis, ma mère, en fin de compte, elle a vécu ça dans un sens où est-ce que, ben, pas non plus aller à la chasse parce que les femmes perdaient leur statut aussi.
Hein? Donc, il ne faut pas oublier ça. Les femmes perdaient tout leur statut indien, donc ne pouvaient plus vivre dans la réserve, donc ne pouvaient plus être en contact avec les gens qui animent la culture puis l'identité. Sauf que moi, je suis né étant Wendat. Je suis né en ayant une connaissance pas en étant né en ayant la connaissance, mais je suis né en allant à l'école par la suite, puis à l'école primaire également, on nous apprenait tout ça. Puis à l'école primaire, on nous amenait à la chasse. On nous amenait aussi sur le territoire. Donc, on a vraiment appris. On a vraiment forgé notre identité liée au territoire à ce moment-là, je vous dirais. Et aussi avec nos parents, quand on y allait. Parce que oui, je suis allé aussi avec ma mère à la chasse. Puis la trappe, il y a plusieurs familles qui y vont. Moi, j'ai une de mes amies là, qui est avec son père, puis ses 2 petites sœurs, là, ils vont toujours à la trappe. Ils vont toujours mettre leurs collets. Nous, au primaire, on faisait le même exercice. On allait mettre les collets, puis on y retournait par la suite. Un peu plus tard, les recherches, on y allait en raquette. Je me rappelle, on était avec notre enseignant de 6e année, M. Frédéric Renaud. Puis, on y était retourné par la suite avec nos raquettes. Puis, il y avait les animaux qui étaient là, puis on les ramenait. Puis, en même temps, ça nous faisait occuper le territoire. Hein. Donc, voilà. Mais c'est quand même une réalité qui est présente à travers vraiment de nombreuses familles, cette espèce de multiples trous qui existent à travers les générations de vos familles aussi, que ce soit là, tu parlais de la maladie, mais dans les faits, il y a des actions qui ont été prises par le gouvernement aussi pour créer ces trous-là qui perdurent à travers les multiples générations. Là. Absolument, pour créer un étranglement. Ben oui, puis je suis pas le seul. Il y en a beaucoup à Wendake que ça a été le même cas. Puis il y en a même qui n'ont pas mis leurs pieds une quelconque fois sur le territoire. Puis notre situation à Wendake est différente des autres dans le sens que nous, on est pas en plein milieu, mais on est quand même près d'une ville. Donc c'est certain que ça va avoir une différence comparativement à des communautés qui vont être en même la forêt. Hein. Mais quand même, notre identité est très forte à Wendake. Là. Puis le territoire, il y a beaucoup de gens qui y vont quand même si on est loin. Puis voilà. Mais oui, il y a beaucoup de trous. Puis, beaucoup de gens qui ont commencé très jeunes, qui maintenant y vont. Il y a du monde là, à 18, 19 ans, ils vont avec leur gang d'amis, ils vont à la chasse, à la trappe et tout ça. Puis, en fin de compte, ils essaient de poursuivre. On essaie de poursuivre ce que nos ancêtres ont amorcé. Puis, on le fait pour eux. Puis, on le fait pour les prochaines générations. Mais est-ce que tu trouves justement que ça fait une pression supplémentaire sur la jeunesse autochtone en ce moment de se réapproprier ou du moins de devoir aller chercher elle-même les informations pour s'approprier sa propre culture? Oui, bien, s'il y en a qui veulent vraiment être complètement là, puristes, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir toutes les informations, les bonnes, puis comment on faisait exactement. Mais il y en a qui vont tout simplement y aller comme ils le sentent. Puis, c'est pour ça, là, moi, quand je fais des visites guidées au musée Wendat, il y en a que ça choque quand je leur dis, maintenant, on y va en motoneige dans le parc. Sauf que c'est une façon moderne d'exprimer notre identité. Aussi, le nombre de pick-up que des Hurons-Wendat ou de gros véhicules ont, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on en a pas, c'est simplement parce que ça démontre encore une fois que les gens, on va sur le territoire. On va pas sur le territoire en Honda Civic. Puis là, c'est sûr que là, ça entre en contradiction avec le contexte de développement durable. Mais en même temps, en occupant le territoire, ça nous permet, avec des valeurs quand même qui sont très différentes, parce que, pour être honnête avec vous, à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait de Wendat qui chasse dans le but de tuer le plus grand nombre d'animaux. On appelle ça des braconniers. Oui. Donc, nous, on n'a pas ça. Fait que nous, on est vraiment par le goût de la tradition. C'est pour ça qu'on a deux régimes. Le régime des Québécois puis le régime Wendat, dans le sens que le régime de chasse, là, on marche, nous, avec le conseil de bande, le tirage au sort du conseil de bande, puis les Québécois marchent avec le tirage au sort de la CEPAC. Donc ça, c'est comment on va, en fin de compte, répartir la terre, puis ils découpent ça en zones aussi dans le territoire. Puis voilà. Puis en même temps, tu sais, les cultures autochtones, il y a énormément de dichotomies ou du moins d'éléments externes aussi qui viennent amener de la pression, du moins quelques contradictions. Fait que c'est certain que, tu sais, c'est une chose de garder, de préserver sa propre culture, mais que celle-ci évolue à travers une autre qui est influencée
par un pouvoir et une autorité externe, et qu'en plus de ça, elle évolue à travers la modernité, ça l'amène quand même des éléments qui sont contradictoires selon moi, là. Exact, oui, absolument. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact des changements climatiques. Des fois, quand on en parle, les gens trouvent ça un petit peu abstrait. Là, il y a quand même des éléments des catastrophes, du moins, qui arrivent plutôt quotidiennement. Mais j'aimerais savoir, toi, comment tu observes les changements climatiques quand je parle ici de la faune, de la flore, puis des écosystèmes, ce qui a trait au territoire. Oui. Ce qui a trait à la terre sur laquelle, justement, du moins les Wendat, là, on va. Moi, je vous dirais, avec le peu de fois, je vais quand même souvent sur le territoire, mais de ce que j'ai observé, de ce que beaucoup de gens ont dit, puis ça se dit partout en fin de compte, c'est un fait, c'est dit, les nombres là, les différents animaux, puis tout ça, tu sais, par exemple le caribou forestier. Nous, les Wendat, on en avait énormément. Je suis pas prêt à dire que c'est en raison du changement climatique, là, du changement des climats. Une chose est certaine, c'est surtout les gens qui y vont chasser. Sinon, la météo sur le territoire, c'est pas comme la météo ni même le climat qu'on peut voir, par exemple, à Québec ou à Montréal. C'est très changeant. Une journée, tu peux arriver, il peut pleuvoir, puis d'un coup, ça arrête, il fait full beau. C'est quasiment comme la Floride, en fin de compte. Mais sur le territoire, à cause des fluctuations, tout ça. Donc, tout ça pour dire que aussi la température. La température, c'est certain que ça va avoir un impact là, sur les animaux, les habitats, tout ça. Je suis pas biologiste, je connais pas les animaux assez là, pour tout les décrypter. Une chose que je peux vous dire, c'est que le chevreuil est un animal qui était très chassé chez les Wendat, dans la région des Grands Lacs. Mais quand on arrive à Québec, il y en a plus tant que ça. En fait, c'est pas qu'il y en a plus tant que ça. On va vraiment se concentrer sur le caribou forestier. Puis, ce caribou-là, à un moment donné, il n'y en aura juste plus. Et en fait, il n'y en a plus aujourd'hui. Dans le territoire, là, c'est écrit à quelques endroits, caribou forestier, habitat naturel, mais j'ai demandé à des Wendat, c'est-tu vrai, ça, qu'il y a des habitats naturels? Puis, la plupart m'ont dit, impossible. Impossible, c'est écrit ça, mais il n'y a pas un caribou forestier qui a été vu là depuis un sacré bon bout. Puis des traces aussi, j'imagine, là, les traces que ça laisse dans la forêt qui sont pas visibles aujourd'hui. Oui, exactement. Puis aussi les animaux qui sont là dans la forêt, on a quand même une diversité. Puis on a une très belle biodiversité là, dans un espace de notre territoire. Et ce territoire-là, c'est le lac à Moïse. C'est le nom du lac, puis l'espace, c'est Yannignonte. Ça veut dire là où l'on cueille les plantes médicinales. Puis cet espace-là, ils essaient de le faire renommer comme un espace de biodiversité. C'est compliqué avec l'UNESCO puis tout ça. Puis le gouvernement fédéral aussi, parce que c'est pas un conseil de bande qui va à l'UNESCO, c'est un État. Fait que c'est très large, tous ces enjeux-là. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que notre communauté, on veut le protéger, cet espace-là, pour diverses raisons. En premier lieu, c'est en raison du patrimoine. Le patrimoine de nos ancêtres qui allaient là chasser, il y a beaucoup de fouilles qui ont été faites, on a retrouvé énormément de choses. En deuxième lieu, puis peut-être même en premier lieu, je veux dire, c'est pas que c'est moins important, mais l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diversité. Moi, quand je suis allé, là, dès que je suis entré là, on a vu un renard à la queue blanche. Donc, c'est des renards roux, en fin de compte, je pense. Là. Donc, tout ça pour dire finalement que ça montrait déjà quelque chose de différent. Puis, il y avait également des arbres gigantesques. Ça veut dire que c'est des arbres qui n'étaient pas coupés non plus à chaque mois. Là. À chaque mois, là, mais à chaque... je ne connais pas la période de coupe d'un arbre là, pour des compagnies forestières, mais c'est ça. Puis, on enregistre présentement en janvier. Il y a les feux de forêt en Californie actuellement. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de l'impact des feux de forêt sur les territoires, puis comment ce n'est pas qu'une histoire de quelques mois? Oui, c'est ça. On a vu, par exemple, à la baie James, chez les cris, on a vu qu'il y a eu des feux de forêt. Des forêts gigantesques ont été dévastées. Puis il y a beaucoup d'animaux qui vivaient dans ces forêts-là qui ont aussi été brûlés, tout simplement, qui sont morts là.
puis beaucoup qui se sont déplacés. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Puis après ça, ajouter à ça d'autres écosystèmes, c'est large l'environnement, là. Je connais pas tous les aspects. Moi, je peux vous dire que sur la Côte-Nord, moi, mon père, moi, je suis également Innu, là. Je suis Wendat en plus d'être Innu. Mon père, sur la Côte-Nord, sur le Nitassinan, c'est arrivé quelques fois qu'il y avait des feux de forêt. Et justement, même, il y a pas longtemps, là. Il y a pas longtemps. Puis, même les animaux, en dehors des animaux qui sont ravagés, les forêts qui sont ravagées, c'est parce que ces lieux-là, c'est des lieux de pratique culturelle, traditionnelle. C'est-à-dire que notre identité, là, quand on regarde à la télé, les images, tout ça, ce qu'on entend des Autochtones, le territoire, c'est parce que nous, en tout cas, notre identité est liée aux forêts. S'il n'y a plus de forêt, hein, en Wendat, on dit Yaronta. Yaronta, puis Yara, pour dire arbre. Ben, tu sais, je veux dire, il n'y a plus, tu sais, il n'y a plus ça dans notre vocabulaire. Donc, la langue est liée au territoire. Puis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a eu un feu de forêt l'année dernière, là, si je ne me trompe pas. Près de là où vit mon père, il a été évacué, justement. Gino Rock, le nom de mon père. Puis, quand il a été évacué, ils ont montré les images à la télévision par la suite. Puis, Rivière-Moisy, c'est le nom de la rivière près de Maliotenam. Puis, ça avait été complètement ravagé, là. Il ne restait plus rien. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui en est devenu aujourd'hui, mais une chose est certaine, c'est parce que le jour où est-ce que le territoire brûle, les différents campements, les différents endroits où est-ce qu'on met nos collets, ben, il n'y aura plus rien ensuite, là. Puis, c'est pas juste ça, c'est que les Hurons-Wendat, on pratique tellement la chasse, puis on est dans un contexte tellement favorisé par notre proximité avec Québec, qu'en plus d'avoir nos maisons dans notre communauté, nos entreprises communautaires, et aussi qui ont été faites par des Wendat, pour employer des Wendat, et des Québécois aussi quand ils veulent. Ben, en plus de ça, on a beaucoup de campements sur le territoire. On a environ 150 sites de campements Hurons, Wendat. Les campements qui sont familiaux et nationaux aussi. Et des familles qui se regroupent, par exemple, les Duchesneaux, ils peuvent se mettre en groupe. Ça, c'est un nom de famille à Wendake qu'on retrouve souvent. Les Sioux aussi, les Gros Louis, mais là, il y a plusieurs branches. Il ne faut pas penser qu'il y a une famille, ils ne sont pas beaucoup, non. Ce sont environ 400 personnes juste chez les Gros Louis, 500 personnes chez les Sioux. Donc, ça fait qu'il y a des petites familles, mettons que 11 frères, mais ils ont tous leurs enfants, ou mettons qu'il y a 3-4 personnes qui veulent se mettre ensemble, ils font des campements. Mais ça, le jour où les forêts brûlent à cause des feux, il y aurait un sacré gros risque. Jusqu'à maintenant, j'ai pas connaissance que c'est arrivé. Je me suis même déjà informé. On me dit que c'est pas vraiment, mais on n'est pas à l'abri, là. On n'est pas à l'abri, puis un jour ou l'autre, avec ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe en Californie présentement, c'est quand même, ça met à risque les campements. Puis les campements, c'est une façon d'occuper le territoire. Puis ça, c'est reconnu par la Cour du Québec. Fait que la Cour du Québec, la Cour suprême au Canada l'a reconnu en 1990 avec la victoire de l'arrêt Sioux, en fin de compte. L'arrêt Sioux vient prouver nos droits ancestraux, particulièrement qu'on ne peut pas se faire arrêter par des gens parce qu'on pratiquait nos coutumes. Par la suite, il y a eu un homme, François Sioux. François Sioux, qui est le fils de Louis-Philippe, qui est un grand entrepreneur de notre communauté. Puis tous ces frères-là ont combattu longtemps là, pour préserver nos droits. Puis c'est eux qui sont allés en Cour suprême. Mais c'est aussi eux qui... François, entre autres, est allé, puis c'est lui qui me l'a dit, est allé à la Cour du Québec, qui déposait sa cause parce qu'on avait détruit son campement. Une maison longue. Sauf que la maison longue, chez les Wendat, là, c'est le seul habitat qu'on avait, là. On n'avait pas de tipi. Fait que la maison longue, c'est là qu'on faisait nos cultes. On construisait pas ça dans la forêt, normalement. Par contre, la maison longue, c'est aussi à l'intérieur qu'on pratique nos cérémonies spirituelles. Donc, juste le faire là, dans la forêt, de toute façon, à l'époque, dans les Grands Lacs, on arrivait sur une partie de terre, on brûlait. C'est ironique quand même, mais on brûlait les forêts. Mais là, on brûlait les forêts parce que c'était le brûlis qu'on faisait. Oui, il y avait un objectif Voilà. qui c'était contrôlé aussi, là. C'est ça, exact. Fait que c'est le brûlis. Puis, ça fait que tout ça pour vous dire finalement qu'on occupe le territoire de façon plus qu'y aller une fois par fin de semaine. Il y a des gens, là, même qui sont là à l'année. Là. Je connais quelqu'un à Wendake, là, qui vit là à l'année. Là. Mais ce que, juste pour bien saisir, ça veut dire qu'il y a des pratiques culturelles autochtones qui sont autorisées, du moins, ou qui sont pratiquées uniquement sur des territoires qui sont déterminés. Fait que si le territoire disparaît, en fait, c'est la culture qui brûle aussi, là. Ouais,
c'est la culture qui brûle aussi parce que notre langue est liée à ça. Mais quelque chose d'autre va se créer à nouveau, j'imagine. Comme vous disiez tout à l'heure, des identités qui se transforment. Là. Ben, on peut dire que ça s'est pas mal transformé depuis. Là. Jamais on aurait pensé que nous, les Wendat, on aurait un hymne national composé en français. Qu'aujourd'hui, tous les Wendat, on chante la Huronne. Avant de continuer, Andy Schreien, j'aimerais ça qu'on écoute un témoignage de Jean-Paul Moissa, qui est un jeune de la République démocratique du Congo. Oui. Lui, il travaille pour l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire en RDC. Puis en fait, il nous partage sur les réalités autochtones de son pays. La mondialisation veut qu'on puisse exploiter des minéraux là chez nous. Et ça détruit directement l'environnement. Nos forêts, et si vous partez là chez nous, il y a beaucoup plus de carrières minières d'exploitation artisanale que d'exploitation industrielle. Et nous, ça détruit notre environnement, ça détruit notre patrimoine. Il y a nos arbres sacrés qui sont coupés. Il y a nos territoires sacrés qui sont piétinés empiétés par les exploitants miniers. Et on n'a rien à dire. Si on veut réclamer, on nous tue, on nous massacre. Et nous, on ne sait pas s'adapter à tout ça. Ce sont des défis qu'on est en train de perdre, notre culture et nos savoirs et nos traditions. Qu'est-ce que tu penses du témoignage de Jean-Paul? Est-ce que tu trouves que ça change beaucoup d'ici? Donc, est-ce que les réalités autochtones en RDC puis au Québec, tu trouves qu'il y a des ressemblances? Puis aussi, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la guerre de front qui est menée par la communauté Atikamekw contre le régime forestier? Oui. En fin de compte, comme il l'explique, là, Jean-Paul, de la République démocratique du Congo, nos enjeux sont quand même semblables. Faut savoir qu'il y a beaucoup de communautés autochtones qui ne sont pas consultées. Normalement, il y a des règlements, normalement, il y a des politiques fédérales qui imposent la consultation. Sauf que là, on arrive dans un fait que lorsqu'il est question d'enjeux comme ceux-là, ben là, il y a comme deux paliers de gouvernement qui s'entremêlent. Fait que là, ça dépend avec qui. Puis les conseils de bande aussi, c'est eux souvent qui vont de l'avant avec leurs revendications. Pour vous donner un exemple concret, sur le territoire, la terre Wendat, qui est, en fin de compte, les Wendat on revendique, via le conseil de bande, qui l'exprime publiquement, il y a une carte de tout ça. 66 000 km², c'est environ, pour vous donner une idée. C'est pas tant le nombre de kilomètres carrés qui est important, là, mais ça part du nord jusqu'au sud, jusqu'à l'État du Maine même. Puis, il y a beaucoup de montagnes, et Hydro-Québec fait beaucoup de développement éolien sur ces différentes Ononta, qui veut dire montagne en Wendat. Puis, Ononta, sur ces montagnes-là, qui ont été faites dans notre cosmogonie par Tawiscaron, le désordre, parce que ça nous complique la vie quand on les monte. Puis lui, il faisait juste ça, faire le désordre. Eh bien, Hydro-Québec n'a pas consulté les Wendat. Puis présentement, les Wendat sont en justice, sont en cours, sont en poursuite. Parce qu'en fin de compte, le Conseil Wendat aimerait ça avoir une consultation pour les prochaines fois qu'il y a du développement, voire même là, présentement. Donc, ça ressemble quand même à ce qui se passe là-bas. C'est sûr que c'est pas les mêmes ressources. Là, on parle du vent pour créer de l'électricité. Là, eux, on parle de différentes mines pour se faire de l'argent. Puis après ça, ben c'est sûr que oui, ça fait de l'argent avec de l'électricité. Puis c'est sûr que eux, ça fait aussi de l'argent, puis toutes sortes de bébelles qu'ils vont faire avec tous ces différents minerais-là. Donc, dans ce qui a trait aux Atikamekw puis le régime forestier, c'est très complexe aussi. En 2013, ils ont changé la politique. Puis, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est qu'en 2013, ils l'ont changé pour qu'il y ait plus que ce soit moins coupé rapidement. Dans le sens que là, ce qui arrive, c'est que les Atikamekw non plus, ils ont eu cet enjeu-là qui n'ont pas été consultés. Puis là, il y a eu une lettre collective qui a été écrite par plusieurs communautés différentes, environ une trentaine. Puis, dont le chef de notre communauté, le grand chef Pierre Picard, a aussi été l'un des signataires. Ce que ça demande, cette lettre-là, en fin de compte, c'est un petit peu dans le même objectif, c'est d'être consulté, puis que les Premières Nations, c'est nos territoires, notre terre. Puis comme on a dit tout à l'heure, la forêt, c'est un fait. Les Premières Nations, c'est une partie de l'identité. C'est comme si chez les Québécois,
Demain matin, on disait, il n'y a plus de poutine nulle part. On arrête ça, puis le Canada ne veut plus interdit les poutines ou met des taxes sur les poutines. Ça brime en fin de compte cette partie de l'identité. Oui, l'identité québécoise est plus grande qu'une simple poutine, mais pour vous donner un comparatif, là. Fait que oui, ça ressemble pas mal, là. Ouais. Puis l'absence de consultation des peuples autochtones dans les décisions liées à la gestion de la forêt puis du territoire, est-ce que tu peux nous parler des défis que ça pose, en fait, de votre côté, là? Oui, ben c'est parce qu'après ça, il y a des problèmes, les cheptels, les animaux, il y en a de moins en moins. Puis il y a des communautés aussi qui cherchent à... Il y a des communautés qui ont des compagnies aussi là, forestières, là. C'est-à-dire, sauf que là, le problème, c'est que dans le régime forestier, il y a différentes politiques dans ce qui a trait aux fenêtres de temps, puis à l'espace géographique qui va être coupé. Puis là, ben, on entre dans un contexte de plus en plus là, demandant puis restreint aussi à cause des politiques venant du Sud, là. Donc, par la suite, c'est vraiment à eux, les conseils de bande, là, puis au gouvernement de s'entendre. Je connais pas tout ça, là, mais une chose que je peux vous dire, c'est que chez les Wendat, il y a beaucoup d'espaces de forêt qui sont coupés, mais ils le font d'une bonne façon, là, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas de main, c'est pas comme dans les films, là. Tu sais, ils n'arrivent pas à un moment donné, puis ils coupent pas tout, là. Tu sais, moi, je suis allé sur le territoire, j'en ai vu beaucoup des endroits, puis les bûchers, là, ils s'arrangent pour les laisser repousser par la suite. Sauf que là, le problème, c'est qu'avec les nouveaux régimes forestiers puis les changements climatiques, ben là, plus qu'il y a de forêts qui brûlent, ben là, plus qu'il y a de la demande, tu sais. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup de choses, de questions à se poser, puis voilà. Fait que ça ressemble à ça. Chez les Wendat, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la différence par rapport à l'époque versus aujourd'hui. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'ils se séparaient aussi, les compagnies forestières, les différents endroits, là. Une zone, par exemple, de la réserve faunique. Ils se séparaient ça. Qu'est-ce que ça va impliquer pour l'Union Intio, de façon plus restreinte pour la réserve faunique? À la lumière de tout ça, quelles solutions ou alternatives pourraient être mises en place pour avoir une gestion du territoire qui est plus respectueuse finalement des droits autochtones? Puis, parallèlement à ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyennes, citoyens, pour soutenir ces luttes autochtones-là? Oui. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de front. D'abord, on a ceux qui veulent le bois, là, hein? Puis ces gens-là, ils sont payés pour. Ils veulent payer du monde pour aussi aller couper. Fait que, c'est sûr qu'il y a beaucoup de lobbying au niveau des compagnies forestières. Donc, pour favoriser un bien commun, c'est sûr que oui, c'est les Québécois et les Autochtones ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des Autochtones qui ont des compagnies forestières, mais je veux dire, on rentre pas là puis on coupe pas tout. Donc, après ça, le régime forestier, ça, c'est une compétence du gouvernement du Québec. Okay? Nous, on n'a pas de compétence dans cette matière-là. Donner un exemple, on a eu récemment la compétence en matière de DPJ. Donc, maintenant, on s'occupe dans les communautés autochtones. Pas on s'occupe. Maintenant, on a le droit de mettre en place nos propres systèmes d'enfance. Parce que c'était quand même problématique, là. Moi, la DPJ venait chez nous une fois par année là, pour nous enlever de notre milieu. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Premièrement, parce que on est rendu plus vieux. Avant 18 ans, ben, ils font plus ça à personne. Puis 50% des enfants au Canada, ben c'était ça, là. Ça, c'est parce que c'était pas nos compétences. C'était eux qui primaient avant tout. Puis c'est la même chose pour ça. Donc là, il faudrait qu'ils voient peut-être ensemble. Puis chez les Québécois, ben une compréhension mutuelle aussi. La réconciliation, c'est ça aussi, en fin de compte, qui jouait beaucoup durant les 4 dernières années. Est-ce que ça joue encore? Il y a beaucoup de changements qui sont en train d'avoir lieu. Une chose est certaine, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert leurs yeux vis-à-vis les Premières Nations. Puis cette réconciliation-là, c'est ensemble qu'on la fait. Hein? Fait que, la réconciliation aussi de ce qui a trait à ça, ça va être aussi ensemble. Donc, il faut asseoir, se parler, discuter. Puis, de ce que j'en comprends, ça n'a pas vraiment eu lieu avec ça. Là. De ce que j'en comprends. Je ne sais pas par la suite c'est quoi les prochains recours qui vont être faits. Il y en a qui vont plus y aller de façon plus mobilisatrice là, pour mettre en œuvre là, leurs actions. D'autres que ça va être avec les gouvernements. Mais c'est sûr que c'est vraiment cet enjeu-là du bois, de la forêt. Là. C'est le bois, s'il coupe ça, ben c'est beaucoup de conséquences au niveau de l'environnement. Il y a vraiment un besoin de préservation du territoire. Ouais. Là. Ouais. Ben, ça fait partie de l'identité. Fait que c'est pour ça qu'il est différent un peu. Là. C'est ce qui est différent de chez les Québécois, par exemple, qui vont, par exemple, aller à la chasse pour tuer un animal.
oui, garder la viande. Des fois, il y en a qui gardent tout simplement pas. Mais nous, c'est plus que garder la viande. Ça s'inscrit dans une tradition qui se poursuit depuis des centaines d'années. Ouais. Voilà. Puis qu'on a aussi essayé finalement de vous retirer avec l'histoire coloniale et tout ça. Là. Donc, c'est Absolument. une réappropriation qui Ouais. est importante. Puis après ça, un peu au-delà de ça, fait que là, finalement, par exemple, moi, Océane, j'ai envie de soutenir ces luttes autochtones-là. Comment est-ce que je peux faire en habitant ici à Montréal Ouais. pour pouvoir vous soutenir là-dedans, tu sais? C'est une bonne question. Ça va être tout simplement, là, ça dépend quelle cause, quelle lutte. Ça va être à voir. C'est sûr que s'ils font des blocus, embarquez. Sinon, ça va être là, de votre bord. Continuez d'avancer. Puis faites avancer les gens avec vous, puis avec nous aussi les Premières Nations. Puis l'important, c'est le bien commun, hein, c'est de bien s'entendre. Puis, tu sais, c'est très large en fin de compte. Il n'y a pas de recette miracle, mais tu sais, c'est sûr que c'est vraiment là, tu sais, s'il y a une chose en fin de compte qu'on veut garder là, en dernier recours, c'est la forêt. C'est la forêt parce que ça nous permet de faire vivre justement les animaux qui sont à l'intérieur. Puis nous, notre créateur, Yoskaya, ben, c'est ça qu'il a fait. Il a fait ça pour justement que les animaux puissent continuer de vivre. Puis ensuite, il a fait toutes les plantes qui poussaient un petit peu partout. Donc, c'est vraiment commun, c'est collectif. Il faut protéger, il faut que ce soit dans nos actions de chaque jour. Puis c'est ça. Mais tu sais, il faut connaître le territoire, là. Tu sais, il faut y aller. Puis tu sais, ça rajoute beaucoup de légitimité quand on le connaît, le territoire, depuis des centaines d'années qu'on y va. Parce que regardez, juste nous, là, on le revendique, puis on a réussi à le protéger à plusieurs reprises. Fait que ça, c'est très large. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, c'est vrai que souvent, on va voir les personnes autochtones comme étant les premières protecteurs du territoire, tu sais. Ouais. Mais en réalité, c'est vrai que c'est un bien commun, tu sais. Il n'y a plus de territoire demain. C'est pas juste les peuples autochtones que ça l'affecte, c'est la ça. population générale. C'est à tout tu le sais, monde. C'est un pour ça écosystème. C'est ça, c'est à tout le monde. C'est pour ça que les consultations vont d'un bord comme de l'autre. Puis avec l'EPOG, ça a été la même chose. L'EPOG, c'est, je connais pas l'acronyme, là, mais c'est l'entente qui a été faite entre les Wendat, les Inuits, puis d'autres communautés là, pour, entre autres, séparer la façon dont on va c'était partager les ressources. Là. Puis quand je parle de ressources, c'est les animaux, Mais les c'est parce arbres, qu'on tout ça. voit la Terre comme une ressource. Selon notre Ouais. culture à nous, qui Voilà. malheureusement nous a enseigné ça. Puis je pense que c'est un peu l'idée à travers ce balado-là aussi de montrer à quel point la protection du territoire, du climat, c'est l'affaire de tout le monde. En fait, que ça soit Absolument. au Québec, mais que ça soit à l'international, C'est que ça. tout le monde est impacté. Mais Ouais. c'est un choix aussi d'ouvrir ses yeux pour voir comment Voilà. on est concerné puis comment on est impacté. Ouais. Parce que quand je pense à ça, on voit souvent des Autochtones bloquer des camions qui rentrent pour couper du bois. Est-ce qu'on a déjà vu des Québécois bloquer une route parce que les compagnies forestières de leur village vont couper du bois? Probablement que ça s'est déjà fait, mais il me semble qu'on entend plus parler en grande partie là, des Autochtones. Là. Puis c'est aussi que tu sais, ces territoires-là sont loin de nous. Fait que si c'était dans notre jardin, ben c'est certain que je serais debout à bloquer le camion. Mais là, c'est un choix aussi d'aller dans des régions, dans des territoires qui, du moins, ont déjà tellement de restrictions et déjà autant de restrictions pour faire entendre et faire valoir leur voix et leurs droits. Voilà. Fait que c'est aussi, tu sais, il faut dire les vraies choses, là. Ouais. Non, c'est clair. C'est très clair, ça, parce que, comme je vous disais, c'est pas tous les Wendat qui vont sur le territoire, là. Moi, j'y allais pas tant que ça non plus, là. Il y a tout juste de commencer à retourner, on y allait avec l'école primaire. Mais les Wendat qui vont chaque fin de semaine, là. Ouais. J'aimerais savoir, Hanji Shrayen, c'est quoi ton plus grand rêve pour la Terre et plus particulièrement pour ton territoire? C'est une harmonie collective, puis un bien commun pour protéger. Pour protéger, c'est très important parce que nos enfants, moi, quand j'en aurai, c'est le même cas de tout le monde. On veut qu'ils puissent continuer de vivre ici, sur la Terre. La planète B, c'est une merveilleuse idée, mais il faudrait conserver nos acquis quand même. Hein? Donc, en tant qu'être humain. Quand on y va de façon humaine, puis qu'on enlève toute cette histoire de frontières, toute cette histoire d'argent, ben finalement, on sait toujours pas pourquoi on est ici. Puis si on veut le découvrir un jour, il faudrait qu'on continue d'être ici. Hein? Donc, ou d'être à quelque part dans l'univers, ce qui va continuer d'être notre cas fort probablement. Mais c'est sûr que mon plus grand rêve, c'est qu'on s'entende.
c'est qu'on s'entende, qu'on s'harmonise entre nous, puis de façon plus restreinte pour mon territoire, la terre qui était autrefois pratiquée par les Wendat, ben aujourd'hui les Québécois qui aussi sont sur cette terre-là, ben qu'on s'entende aussi, puis tu sais, qu'on arrête toutes ces histoires de guerre, de jalousie, puis de « Ah, c'est ma partie à moi. Ah, mon campement, je l'ai fait là. Ah, mais t'as pas le droit. » C'est vraiment dommage parce que finalement, quand on regarde tout ça, cette guerre-là, on devrait plus la faire contre un ennemi. On sait que chez les humains, on cherche souvent à se trouver un ennemi qui est comme nous. Mais il y en a un qui est invisible, c'est les changements climatiques. Donc c'est ça. Faut pas oublier ça de vue. Puis, peu importe tout ce qui arrivera, c'est sûr que les décisions qui sont prises, c'est pour le meilleur, dans tous les cas. C'est pour le meilleur, ça va toujours être un fait. Ils vont toujours avoir des décisions qui vont être prises pour favoriser le bien commun. Reste juste à voir ça va être quoi le bien commun pour nous demain. C'est ça. Tu dis, je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu dis, mais il faut avoir le bien commun en tête aussi à travers nos décisions pour que ce soit les meilleures décisions. Ouais. L'épisode tire à sa fin, puis on pose une question à tous nos invités parce qu'on pense vraiment qu'il est super important de préserver son équilibre, l'équilibre entre son bien-être personnel et puis ses engagements, notamment face au territoire puis à l'environnement. On aimerait savoir comment tu fais pour prendre part à l'action climatique tout en préservant ton bien-être à toi. Oui, bien, c'est de l'occuper. C'est d'occuper le territoire et un espace géographique qui, justement, est rempli de biodiversité, qui est rempli... Parce qu'à partir du moment qu'on le voit, qu'on le sait, qu'on le sent, qu'on le vit, bien, ça fait toute la différence, là. Donc, tu sais, c'est par ça que ça va commencer pour tout le monde. Puis par la suite, ben, tu sais, c'est sûr que moi, de mon bord, c'est très important pour moi aussi, là, tout ce qui a trait aux plantes traditionnelles, aux plantes médicinales. Donc, en connaître le plus possible, c'est aussi une façon de conserver la diversité de ça. Puis pour pratiquer la plantation, il faut avoir une bonne idée du sol. Puis le sol, c'est ce qui va permettre de faire pousser la vie, hein? C'est ce qui nous a permis d'être ici, c'est cet espace qu'on a en dessous de nous. C'est là qu'on met les pieds, c'est là que les arbres poussent. Donc voilà. Donc moi, de mon bord, je continue d'occuper le territoire, de pratiquer les traditions parce que ça crée une identité en moi. Puis beaucoup de Wendat aussi, c'est la même chose. Donc c'est la même chose pour beaucoup de Wendat. Puis comme tu expliquais, c'est cet enjeu-là qu'on est loin. C'est ça aussi, là. Comme je vous disais, ben, je connais des gens à Wendake qui vont en pick-up électrique dans la forêt, dans le parc. C'est parce qu'à un moment donné... il n'y a plus de moyen de revenir là, s'il n'y a pas de charge électrique dans la forêt. Donc, c'est pour ça là, qu'on doit avoir des véhicules. Moi, j'en ai déjà vu. Là. Je trouve ça drôle. Il y avait une Tesla. Il y avait une Tesla dans la réserve faunique des Laurentides, près du lac des Neiges. Puis moi, je trouvais ça drôle. Je me disais, bon Dieu, mais comment... Puis il y avait des panneaux solaires sur son chalet, là, mais sur son campement. Donc, mais dans tous les cas, c'est ça. C'est une question de distance. Il faut être là, il faut le voir, il faut le vivre. Regardez les camions qui rentrent là. Les camions sont gigantesques. Là. Il y en a pour des kilomètres à parcourir là-dedans avant de ressortir. Donc voilà, je fais ça de mon bord. Puis tout ce qui est de militantisme, militer pour la cause. En tant qu'Autochtones, nous, les Wendat, pour l'instant, on n'a pas eu d'enjeu qui était lié à ça. Les coupes forestières, oui, il y en a, il va toujours continuer d'en avoir, mais il va toujours continuer d'avoir aussi des belles ententes entre notre conseil de bande et le gouvernement pour s'assurer que ça satisfait tout le monde. Donc c'est ça. Petite pause pour présenter Catalyso, co-organisatrice du balado. Catalyso supporte des initiatives locales et nationales pour un changement équitable afin de promouvoir l'inclusion, l'éducation, l'autonomisation, l'innovation et la qualité de vie. Catalyso cherche à favoriser le dialogue, l'échange d'idées et la concrétisation de ces idées en actions ancrées dans le potentiel des communautés. À travers ces projets, Catalyso démontre son engagement envers l'inclusion et la mobilisation des personnes jeunes en tant qu'acteurs de changement à travers le soutien aux initiatives jeunesse qui renforcent l'équité intergénérationnelle, la collaboration et l'autonomisation des jeunes. Pour en savoir plus, visitez le site internet catalyso.org. Puis pour les personnes qui se sentent inspirées, qui veulent en savoir un peu plus, est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager pour tout le monde qui nous écoute? Oui, cette personne-là est Wendat.
Ça va sûrement en surprendre plusieurs, ceux qui viennent de Wendake. Mais Louis-Philippe Sioui. Moi, il m'inspire beaucoup, Louis-Philippe, parce que, entre autres, là, son fils François, les maisons longues, tout ça qu'il a construit, nos campements, nos chalets, ils ont vraiment été très impliqués. Ils ont été très impliqués, puis en étant très impliqués, on ouvre la voie. Et c'est ça, en fin de compte. Ils ont ouvert la voie à toutes les générations d'aujourd'hui, puis à leur génération de l'époque, pour occuper. Puis occuper, c'est moyen de protéger. Donc, tant qu'on ne l'occupe pas, on ne protégera pas grand-chose, là. Donc c'est ça. C'est sur ces paroles qu'on termine notre balado aujourd'hui. Oui. Andy Schraen, merci d'avoir été avec nous. Ça a été tellement inspirant de t'écouter puis d'en savoir plus sur la relation avec le territoire. Puis ça nous donne vraiment espoir, puis on a envie de collaborer puis de s'ouvrir aussi, là. Merci beaucoup. Je souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on continue et on lâche pas. On continue de protéger notre belle terre parce que pour l'instant, on n'en a pas de deuxième. On occupe et on protège. Ouais, voilà. Merci, Andy Schraen. Puis à la maison, on vous invite à continuer à vous informer, de réfléchir et à prendre part à l'action climatique. Et merci, puis à un prochain épisode. Tiens, ouais. Ce balado est réalisé grâce à la collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI, Catalyso et SUCO. Un grand merci aussi à la radio de CISM pour leur précieux soutien au montage.